Pendant que je risquais ma vie en Afghanistan, ma femme vidait nos comptes et installait son amant dans ma maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais tout prévu et tout filmé. J'ai reçu les papiers du divorce par email alors que j'étais encore dans le désert. 13 ans de mariage terminés dans une pièce jointe PDF. Je m'appelle Nicolas, 42 ans, sergent-chef dans un régiment parachutiste. J'étais à Kandahar depuis 4 mois quand Béa a décidé qu'elle en avait assez d'attendre. L'objet du mail était « Soyons adultes à ce sujet ». Le message lui-même faisait 3 phrases. Elle avait déjà déposé les papiers, elle avait déjà vidé notre compte joint, elle avait déjà emménagé son nouveau petit ami, Jérôme, dans notre maison à Strasbourg. J'ai lu l'email 2 fois. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une douche dans les sanitaires communs, je me suis habillée pour ma garde et je n'ai rien dit à personne. Quand je suis retournée à ma couchette cette nuit-là, j'ai répondu par un seul mot. Compris. C'est tout. Pas de dispute, pas de supplication, pas de menace. Wilson, mon camarade de chambrée, a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Ça va, mec ?» a-t-il demandé. « Ouais, ai-je dit. Juste des trucs à la maison. » Il a hoché la tête et c'était tout. Les militaires savent quand il faut laisser les choses tranquilles. La vérité, c'est que je n'étais pas surpris. 6 mois avant mon déploiement, les choses avaient changé. Des petites choses. Béa a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Elle a commencé à travailler tard. De nouveaux lettements, de nouveaux amis que je n'ai jamais rencontrés, de nouveaux mots de passe sur son téléphone. Je ne l'ai pas confrontée. Ce n'est pas mon genre. Mais je n'étais pas aveugle non plus. Alors, j'ai pris quelques dispositions de mon côté. Rien de dramatique, juste des précautions. J'ai sécurisé des documents importants dans un garde-meuble. L'acte de propriété de la maison, à mon seul nom, grâce à un prêt à taux aidé pour les militaires. J'ai aussi ouvert un compte séparé dans une autre banque et j'ai commencé à y virer une partie de ma paie. Pas assez pour qu'elle le remarque, mais assez pour que je ne parte pas de zéro si les choses tournaient mal. Le soir avant mon déploiement, elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport et m'a dit « Fais attention à toi, d'accord ?» Ses yeux étaient secs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je m'étais préparée à ce moment. Et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je ne commence jamais les combats, mais je les termine. 2 semaines après avoir reçu l'email, mon téléphone a vibré. Une notification de notre application bancaire. Un autre retrait. 8 500 €. Presque tout ce qui restait. Le solde du compte joint était de 22,37 €. Nos 47 000 € d'économie envolés, transférés vers un compte que je ne reconnaissais pas. Cette nuit-là, j'ai appelé notre banque. Il s'est avéré que Béa déplaçait de l'argent depuis des semaines. Les gros transferts ont commencé le lendemain de mon déploiement. Plus tard, Wilson m'a trouvé dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je ne partage pas mes problèmes, mais je lui faisais confiance. Ma femme a vidé nos comptes et a emménagé son copain chez nous, ai-je dit. Elle m'a envoyé les papiers du divorce pendant que j'étais en patrouille la semaine dernière. Wilson n'a pas dit « désolé » ou « c'est dur ». Il a juste demandé « c'est quoi ton plan ?» Pas encore sûr, ai-je répondu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai sorti mon ordinateur et je me suis connectée à notre système de sécurité domestique, chose que Béa avait probablement oublié que je pouvais faire à distance. Les caméras montraient un pick-up inconnu dans notre allée. Un homme que je n'avais jamais vu promener notre chien, utiliser ma tasse à café, porter mon maillot de l'Olympique de Marseille. Et il y avait Béa, riant dans la cuisine que j'avais rénovée moi-même pendant ma dernière permission. Quelque chose a basculé en moi. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid, de plus clair. Je n'étais plus triste, je n'étais même plus en colère. J'étais concentrée, comme si je planifiais une mission. Ce n'était plus une question d'émotion, c'était une question de stratégie. 2 mois plus tard, j'étais de retour en France. Je n'ai pas dit à Béa que je rentrais. J'ai pris une chambre dans un motel et j'ai contacté Jacques, un ami de l'armée devenu avocat. Nous nous sommes rencontrés dans un café. « Tu as une sale gueule » dit-il. « Je me sens comme tel » ai-je répondu. Jacques m'a tendu un dossier, tout ce dont nous avons discuté. Et ça, il a sorti un papier.
C'était une demande de refinancement, avec ma signature dessus. Sauf que ce n'était pas ma signature. Quelqu'un avait essayé de la copier, mais avait raté des détails. Béa a fait ça? Jacques a hoché la tête, il y a 3 mois, pour retirer 30 000 € sur la valeur de la maison. Ta signature est requise pour ça. Falsifier ma signature, contracter un prêt sur notre maison, puis vider nos comptes et divorcer de moi. Une femme occupée. Il y a mieux, dit Jacques. Elle a listé son petit ami comme co-demandeur. Il a un casier, 2 conduites en état d'ivresse et une accusation de fraude. J'ai pris une profonde inspiration. Quelles sont mes options? D'abord, tu dois décider ce que tu veux. J'ai réfléchi. Je veux ce qui m'appartient légalement. Et je veux qu'elle comprenne les conséquences. Jacques a souri. Alors voilà ce qu'on va faire. Le lendemain, je suis passée devant notre maison. J'ai conduit à la banque, j'ai montré ma carte militaire, mon vrai permis et les documents falsifiés. Le visage du conseiller de prêt est devenu blême. Puis, je suis allée au service du cadastre. J'ai déposé des documents contestant le refinancement pour cause de fraude. 2 jours plus tard, Béa a appelé. J'ai laissé sonner. Nathan, il faut qu'on parle. La banque a appelé pour la maison. Qu'est-ce que tu fais? Si c'est pour le divorce, on peut en discuter comme des adultes. Comme des adultes. Les mêmes mots de son email. Je n'ai toujours pas répondu. Jacques a appelé cet après-midi-là. Ils ont gelé l'argent du refinancement. Et il y a plus. Le petit ami de ta femme s'est fait arrêter ce matin au volant de ton pick-up, conduite avec un permis suspendu. Ils ont aussi trouvé des ordonnanciers volés du cabinet dentaire où travaille Béa. J'ai fermé les yeux. Ça devenait plus gros que prévu. Mais je me suis souvenu des images de la caméra de sécurité. Ma maison, mon chien, ma vie, données comme si ça ne signifiait rien. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'enquêteur de la banque. « Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez, dit-il. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons gelé les fonds, mais il y a un problème. Une partie de l'argent a déjà disparu. Environ la moitié. 14 600 €. Où est-il allé? Il a hésité, puis a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Plusieurs virements à un certain Daniel Fournier. Un nom que je n'avais jamais entendu. J'ai appelé Jacques. 1 heure plus tard, il m'a rappelé. Daniel Fournier est un agent immobilier, spécialisé dans les ventes rapides, les transactions en liquide. Elle prévoyait de vendre notre maison, ai-je dit, réalisant l'ampleur du plan. On dirait bien, mais là où ça devient intéressant, c'est que Fournier a déjà fait des affaires avec Jérôme. Jérôme, le petit ami de ma femme? Oui, ils ont conclu 3 transactions ensemble au cours des 2 dernières années. Jérôme a un mode opératoire. Il s'implique avec des femmes en instance de divorce ou avec des conjoints déployés. Chaque fois, la maison de la femme est vendue bien en dessous de la valeur du marché à l'un des clients de Fournier. Jérôme touche une commission, puis il disparaît. Mon sang se glaça. Ce n'était pas juste une trahison, c'était une opération criminelle. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà contacté la police militaire, dit Jacques. Ça implique du personnel militaire et des prêts aidés par l'État. Ils sont intéressés. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. Béa. Nathan, s'il te plaît, appelle-moi. La banque parle de fraude et Jérôme s'est fait arrêter. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai regardé le message longuement. Puis j'ai tapé « Qui est Daniel Fournier ?» Les 3 points sont apparus, puis ont disparu. Finalement, je ne sais pas de quoi tu parles. 14 600 €, ai-je écrit. Annonce immobilière. Pas de réponse pendant 10 minutes. Puis, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, Jacques a appelé. La police militaire veut te rencontrer. Ton cas pourrait être celui qui fait tout éclater. Pour la première fois depuis cet email, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. J'ai rencontré les agents de la police militaire. Mon cas a permis d'établir un schéma, une organisation. C'était un complot. Ce soir-là, je suis retournée dans notre quartier. Béa m'a envoyé un SMS pour qu'on se rencontre dans un parc. Je n'y suis pas allée.
À la place, j'ai attendu. 20 minutes plus tard, une voiture d'agent immobilier s'est garée devant la maison. Daniel Fournier. Jérôme est sorti pour l'accueillir. Ils sont entrés. Jacques était avec moi. On les suit? J'ai secoué la tête. Pas la peine. J'ai installé des caméras de sécurité, intérieures et extérieures. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application. On pouvait les voir et les entendre discuter de la vente de ma maison. On devrait la lister à 460. Ils offriront 80. Tout le monde sera content. Et le mari? Demanda Fournier. Les militaires font du bruit, mais ils finissent toujours par prendre un chèque pour que ça s'arrête. J'ai transféré l'accès aux caméras à l'agent de la police militaire avec un court message. En ce moment même. 30 minutes plus tard, notre maison était encerclée. J'ai regardé de loin les agents emmener Fournier et Jérôme menottés. L'affaire a été rapide. Jérôme et Fournier ont tous deux plaidé coupables, impliquant plusieurs autres complices dans ce qui s'est avéré être une opération dans 3 préfectures visant les familles de militaires. Béa a maintenu qu'elle ne savait rien du complot. Elle a accepté un accord, restitution complète des fonds volés, renonciation à toute prétention sur la maison ou ma pension militaire et des aveux signés sur la falsification. En échange, je n'ai pas porté plainte contre elle. Le divorce a été finalisé. Jérôme a été condamné à 8 ans de prison, Fournier à 12 ans. L'agent de la police militaire m'a dit « On a découvert qu'ils ont fait ça à 11 autres familles de militaires. Votre cas nous a permis de les aider. » 1 an plus tard, j'ai vendu la maison. J'ai acheté un petit chalet près d'Annecy. J'ai pris ma retraite anticipée de l'armée. J'ai un chien, un berger allemand nommé Scout. Je fais de la menuiserie pour les gens du coin. Je n'ai plus de haine pour Béa. Elle a fait ses choix et j'ai fait les miens. J'ai reçu une lettre d'une femme de Fort Worth. Son mari était dans la marine. « Vous ne me connaissez pas, écrivait-elle, mais vous avez sauvé notre maison. Merci de vous être battu. » J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai épinglée sur mon réfrigérateur. Parfois, quand le silence devient trop lourd, je regarde cette lettre et je me souviens que quelque chose de bien est sorti de tout ça. Quant à moi, j'avance, un jour tranquille à la fois, en construisant quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartient vraiment.